À moi, mes folies. À une époque où notre patrie la France était encore un empire, une certaine fratrie d'anonymes a vu le jour sur son sol. Parmi ces chérubins en était un dont les visions édéniques et infernales devaient traverser les âges, jusqu'à nous. Quand l'enfant en question naquit dans le monde des hommes, il était encore pourtant ce qu'on appellerait aujourd'hui l'enfant de sa mère. Le simple successeur d'une lignée d'anonymes parmi tant d'autres. À bien des égards, il était même tel qu'on devait le dire l'enfant docile de sa mère. Pour autant, pour qui aurait regardé les arcanes insondables de son âme, il aurait pu y voir l'intérieure vélocité rageuse d'un rêveur, accaparé par des transes plus profondes que les cieux immémoriaux des ecclésiastiques. Le placide calme de sa surface n'était que proportionnel au torrent de flammes qui fusait en ses tréfonds. Très tôt, les premières œuvres de ses noires pensées furent transposées en paroles muettes, écrites dans le silence et le secret de son ardeur à imaginer. Des idées d'autres mondes vinrent recouvrir le blanc virginal du papier sous sa main démiurgique. Comme il est curieux de songer que nos adultes actuels sont à se pâmer d'admiration devant les productions d'un enfant des siècles passés. Notre héros n'était cependant pas dans un milieu favorable à la création. La simplicité et le noble dénuement de sa condition le privaient d'un accès aux sphères mondaines et publiques où l'art et le génie sont attendus. L'histoire de l'enfant génial aurait pu s'arrêter là, sombrer dans l'oubli des ans distants et confus. À bien des égards, l'histoire aurait dû s'arrêter là, selon la logique pragmatique et élémentaire de sa mère société. Mais l'enfant poète ne l'entendait pas de cette oreille. Il gagna l'aide d'un professeur, d'un de ses disciples, pour faire entendre au monde ses pensées intimes, qui étaient celles de bien d'autres âmes de son temps. L'enfant commit plusieurs fugues successives en vue de gagner la capitale, où le talent se manifestait davantage pour la simple et mauvaise raison qu'il y était davantage attendu par le reste des hommes. Aucune de ces escapades n'apporta les fruits que l'adolescent en attendait. Malgré ce que d'aucuns pourraient appeler des échecs, il parvint à nouer quelques relations au sein de la capitale, parmi les sphères où le génie était supposé et recherché. L'adolescent lui-même était encore anonyme de cette société, mais ses idées, elles, erraient à présent hors des sentiers de l'oubli natal. Les poèmes sont des invitations à la liberté sauvage et marginale de rêver, à la liberté de dire, de se taire, d'aimer et de détester, des odes à la liberté d'être un individu unique. À ce regard, les productions de cette époque vont souvent à l'encontre du romantisme dit classique, convention dominante de la littérature artistique de ce temps. Ce sont là les déductions analytiques qu'en font les esprits savants de notre époque. Mais alors, pour l'adolescent créateur, ces écrits relèvent encore de l'amusement inconséquent, quoiqu'une source importante de ludisme. Les fugues de l'aspirant poète en la capitale se révéleront moins vaines qu'il aurait pu le craindre lors de son retour malheureux dans les jupes de sa mère. Parmi les rencontres qu'il fit là-bas, il s'en trouva quelques-unes qui lui payèrent de retour son audace. Là où l'adolescent ne faisait que jouer avec des pouvoirs de création divine, les adultes qui peinaient à faire de même y voyaient une quête prometteuse de renouveau. L'adolescent apprivoisa alors sous un autre angle ces fulgurances géniales et inédites. Lui et les adultes de la capitale établirent une correspondance. Là, notre héros juvénile se mit à nourrir une ambition de voyant, de devenir celui capable de voir ce qui est voué à demeurer invisible et inconnu aux autres âmes de sa race. Les échanges épistolaires se renforcèrent avec un certain adulte de cette caste dominante. Plus que des encouragements ou des congratulations sans conséquence, l'adulte s'éprit des mots de son cadet. Peut-être mu par une certaine forme de jalousie, mêlée d'une admiration lucide et légitime, il accueillit celui qui devait devenir son protégé, au siège tant espéré de l'art. Par une de ces ironies comme seul sait en faire le sort, ce fut à cette époque que le génie visionnaire de l'enfant commença de muter en un esprit revanchard et provocateur. Le groupe des vilains bonshommes fut formé avec d'autres acolytes ralliés. Si le moyen d'expression était certes bien encore celui de la poésie, la finalité recherchée semble aujourd'hui se rapprocher davantage d'une esquisse de mouvements artistiques contestataires. On vit aussi émerger dans le même temps le cercle des poètes utiques, sorte d'upgrade de la société des vilains bonshommes.
Rétrospectivement, il ne me semble pas exagéré de dire que les productions de ces assemblées cherchent à provoquer le renouveau en dérangeant les préjugés environnants, sans pour autant promulguer une véritable proposition viable. C'est que ces poètes se complaisent alors pleinement dans le rôle de marginaux sociaux auxquels on les rattache, du fait de leurs excès et bravades en tout genre, un comportement que l'on retrouve encore aujourd'hui, parmi les fous qui revêtent le costume et l'attitude des créateurs sans en avoir le fond indispensable. Illusions fantoches et creuses des visions d'autrui. Les choses évoluent dans ce sens pendant plusieurs mois. À terme, Verlaine se voit rattrapé par sa vie de famille établie, et Rimbaud de regagner l'antre maternel qu'il avait tant cherché à fuir du temps de son enfance. Mais les graines de la révolte sont plantées dans les esprits des penseurs de la capitale. Rimbaud est reparti, mais son souvenir continue de hanter les rues parisiennes, les tavernes et les bordels. Il ne faut pas longtemps avant que Verlaine ne se soustraie à ses obligations maritales. Le voilà qui rappelle son protégé, cette fois bien décidé à aller jusqu'au bout du renouveau en germe. À cet égard, la démarche radicale de révolution artistique s'engonce dans des formalismes qui l'amputent des libertés absolues qui faisaient son potentiel. Outre des productions résolument nouvelles et audacieuses, tant dans la forme que dans le fond, les deux comparses appliquent aussi cette attitude dans leur vie pratique. Au diable les conventions et les entendus sociétaux, à la vie la liberté sauvage et primale des impulsions du désir. Le couple qu'ils forment désormais avec Verlaine s'enfuit alors de France et parcourt les pays environnants, contraint à une mendicité notable. Les idéaux poétiques initiaux ne semblent alors plus que des fantômes mnémoniques d'un temps révolu tant sont grandes et avilissantes les difficultés pratiques. Puis survint ce que l'histoire retiendra sous le nom du drame de Bruxelles. Une dispute de plus éclate au sein du couple. Rimbaud menace de partir seul. Verlaine, qui a répudié position sociale et famille pour cette relation, refuse de perdre celui pour qui il a renoncé à une vie qui était déjà faite. Rimbaud n'est que partiellement blessé au poignet. Sa retraite convalescente, c'est auprès de sa mère qu'il va la faire, dans ce pays qu'il avait pourtant mis tellement de hargne à fuir pendant ses jeunes années. Là, le poète, sevré des excès physiques d'un quotidien passionné, se remet à composer. Mais comme, semble-t-il, toutes les âmes qui se sont aventurées trop loin dans la dépravation et la folie des sens, Rimbaud rédige alors avec la décision arrêtée que cette œuvre sera son ultime, son dire d'adieu, en tant que poète, au monde des hommes. Tandis que Verlaine, dans sa détention, se tourne vers les lueurs christiques de la religion, Rimbaud, lui, confie ses contemplations aux étincelles rebelles de démons jusqu'alors inconnus. Ainsi est offert au monde une saison en enfer, rédigée en vers libre, en prose, parfois avec des schémas de rimes classiques. L'ensemble est complété avec des ébauches que constituaient les illuminations. Encore aujourd'hui, le texte est l'aboutissement d'une démarche qui semble tenir moins de l'humain que du mystique. Ce trésor de notre espèce sera refusé à l'édition, comme cela semble être le sort de la plupart des trésors géniaux et atemporels. Une saison en enfer sera publiée à compte d'auteur par Rimbaud, à crédit car le poète est alors sans le sou. La majeure partie du stock d'exemplaires sera conservée sous scellé par l'éditeur pendant plusieurs années, faute d'être payé. Et le fait ne semble pas déranger l'auteur plus que cela, car à peine son œuvre divine achevée, le voilà parti vers une nouvelle vie, loin de la poésie, des arts et de la société dite conventionnelle. Pour autant, les rares échanges postérieurs à cette époque ne laissent pas supposer que l'homme n'est plus poète. C'est qu'alors il a découvert une autre forme de poésie que celle littéraire, ce que je me risquerais à nommer la poésie de l'amour, dans sa plus humaine, triviale et rare simplicité. Il se prend d'affection pour différentes pratiques après son dernier prodige littéraire. On le sait s'essayer brièvement à la musique, par exemple, mais le monde perd globalement sa trace du jour où il part le parcourir. On le sait s'essayer à différents genres de commerce. Parmi eux, le plus notoirement public est le trafic d'armes, ce qui, toute réserve gardée, ne paraît en fait qu'une réalité très parcellaire et très brève parmi les multiples foucades qui parsèmeront sa vie post-poésie. Bien plus que marchand, Rimbaud se voue en fait beaucoup à son âme d'explorateur du monde. De là vient qu'il sera appelé l'homme aux semelles de vent.
Bien que le cœur de son activité ait changé, il semble néanmoins que le fond de la démarche n'ait pas modifié d'un iota du temps où il frayait avec la poésie. Le désir de liberté et de renouveau se retrouve intact dans ses multiples voyages, toujours marqués par une situation matérielle des plus précaires. Comme c'est le lot de tous les êtres survenus à la vie, il finit par retourner à la mort, son corps vaincu par la maladie. Même au seuil de la disparition, celui qui a tant fait pour la poésie ne démontre plus aucun intérêt pour la discipline où la postérité le fera Dieu. Toutefois, il ne paraît pas indifférent aux aspirations qui furent les siennes à l'origine et qui, par voie de fait, le menèrent à la poésie. Rimbaud ne montre pas d'indifférence à l'amour, aux amours, comme conscient qu'il s'agirait de la quête suprême pour tous et tout le temps. Dans sa mort prématurée, mais quelle mort ne l'est pas, on peut y voir un motif de tristesse ou d'apitoiement. Il m'est difficile d'en concevoir le moindre pour un individu qui a eu la chance et la bravoure de vivre jusqu'au bout les idéaux qui étaient les siens, quand bien même ces idéaux forcément personnels ne sont pas du goût de tous. Après tout, quelle importance a le tous, puisqu'on ne meurt que seul. La quête poétique de Rimbaud est un succès incontestable pour tous les érudits et les savants littéraires. Pour ma part, et étant dit que je ne saurais être insensible à la perfection technique de l'œuvre, j'aime à considérer que le meilleur témoignage de son accomplissement est de parvenir à toucher et enchanter les cœurs même les moins instruits et les plus réfractaires à la poésie, telle que déformée par le sens commun contemporain. Il faudra plusieurs décennies et le travail acharné de Verlaine en ce sens pour que l'œuvre de Rimbaud soit enfin connue comme il se devait qu'elle le soit. On ne saurait lui trouver de successeur artistique direct puisque Rimbaud n'a pas œuvré et instauré un mouvement formel. Une telle démarche aurait été aux antipodes de sa recherche de liberté. Néanmoins, les vestiges de ses créations se retrouveront au fil des époques qui suivront. Les dadaïstes, dans l'entre-deux-guerres, revendiqueront Rimbaud comme un des leurs. Quand le mouvement évoluera en celui plus conventionnel du surréalisme, Rimbaud sera une des rares influences à demeurer revendiquée par eux. Même les artistes les moins élitistes continuent de bénéficier de son passage, pour beaucoup, sans doute, sans qu'ils en aient conscience. Car la poésie, les poésies de Rimbaud ont cette aura singulière et inhumaine qui les détache de toute enclave, empêche de les catégoriser nulle part et de les limiter aux taxonomies humaines. On peut faire des classements de textes sacerdotaux rédigés de main d'homme. On échouera toujours à restreindre la poésie véritable, impulsée d'une énergie autre.